Bonjour, je vais pouvoir switcher en français. Olaf a déjà fait tout le travail de présentation. Moi, je me présentais plutôt comme, je ne sais pas si je suis un peu vieux, donc c'est plutôt Karate Kid, quoi. C'est petit scarabée et maître, le maître. Je sens que le petit scarabée peut dépasser le maître. Alors, le gros challenge pour moi, ça va être de tenir dans les 40 minutes qui me sont allouées. Donc ça risque d'aller très très vite, parce que j'ai prévu plein de slides, des démos, etc. Donc on va essayer d'aller très très vite. L'idée, c'est après une petite présentation de qui on a déjà pas mal parlé, et évidemment de la société Hippon Technologies très rapidement, de voir un petit peu comment les technos, alors MVW, je n'ai pas su bien les nommer, mais enfin les nouveaux frameworks JS qui arrivent sur le marché depuis 3-4 ans, on va dire maintenant, comment ils ont un peu révolutionné l'architecture web et comment ils vont pouvoir aussi changer peut-être la façon de développer dans l'iFrame. Et aussi sachant que ces frameworks qui ne sont pas pensés pour être utilisés dans un portail, enfin, ils ne sont pas pensés pour être utilisés dans un contexte où ils ne sont pas tout seuls. Et donc, il y a un certain nombre de petits pièges qu'il faut arriver à résoudre. Bon, les questions et les conclusions, je crois qu'on les verra plutôt au café ou pendant la journée, parce que ça risque d'être très très chaud. Voilà, donc moi, je suis le directeur technique d'Hippon, aussi un des associés. Bon, j'ai maintenant une longue carrière dans l'informatique, parce que quelques années maintenant que je travaille là-dessus. J'ai commencé Java à peu près en 98, et puis vraiment le Java EE en 2000. Donc j'ai vu un petit peu l'évolution de tout ce qui s'est passé, et on a commencé à toucher du LiveFrame en 2004. Donc j'ai aussi pas mal vu évoluer le portail. Et bon, moi, ce que j'aime bien, c'est évidemment de voir tout ce qui peut se passer dans un monde très très changeant. Donc être un petit peu à l'affût des choses qui me plaisent le plus, qui m'attire le plus. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, actuellement, ce qui se passe sur le JavaScript est vraiment très, très attirant. Donc là, je te laisse te présenter rapidement. Donc moi, je suis Nicolas Martin. Donc, je développe depuis à peu près 5 années. J'ai commencé donc avec les standards déjà matures, donc Java 7, les frameworks comme Spring et donc JavaScript comme langage solide. Et avec tous les nouveaux frameworks AngularJS et donc le renouveau du JavaScript. Et donc, il m'explose complètement en CSS et en JavaScript et en HTML5. C'est pas dur. Juste pour présenter en 2 mots, ou peut-être un petit peu plus, parce que c'est toujours un peu long. Voilà, Hippon, c'est une société qui a maintenant 12 ou 13 ans. Ça passe tellement vite que... Voilà, on a fait 15,7 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. On est 170, alors on était 170 en début d'année, on grossit quand même pas mal. On a la particularité aussi d'être présent en France et en Amérique maintenant, à Richmond et à New York, avec une équipe qui prospère bien. Voilà, et peut-être Washington bientôt. Notre ADN, c'est le projet Java un peu tendu. Quand je dis un peu tendu, qui a des contraintes un peu particulières, soit des contraintes techniques, soit des contraintes de délai, soit voilà, ce qui ne peut pas se faire en Inde, on va dire. Tout ce qui est aussi relation très très serrée avec des clients, donc agilité. J'ai promis d'aller vite, je vais vite. Sur la révolution de ces dernières années, bon, moi je la place dans la révolution HTML5, c'est-à-dire en effet, le langage HTML, il a pas mal évolué, mais quand on parle d'HTML, on parle aussi de CSS, on parle de JS, on parle pas mal de choses qui ont énormément maturé. Moi, quand j'ai commencé dans les années 2000, le JavaScript était un vrai bazar, c'était complètement inutilisable. L'HTML était un langage très très simple et très peu puissant. Les CSS, on n'en parlait même pas. Voilà. Tout ça s'est mis en place finalement très très rapidement. Et après, on peut toujours espérer que ça aille plus vite, mais même leur adoption au sein des navigateurs est quand même très très rapide. Donc, ça a permis l'éclosion au niveau du JavaScript de frameworks de plus en plus puissants, simplement parce qu'ils étaient bien outillés et puis aussi avec un langage quand même assez particulier. Il y a aussi un autre aspect qui a poussé ces langages, c'est tout ce qui est mobilité, qui a poussé vers des applications qu'on appelle les single page applications, donc en fait où finalement toute l'application est chargée en une seule fois. Ces applications effectuant simplement des appels REST. Donc ces appels REST, ça poussait à avoir une évolution du modèle d'architecture. Donc simplement, le modèle d'architecture un petit peu poussé par ces applications, alors single page ou pas, mais souvent single page, c'est se dire que
de plus en plus, le navigateur client encapsule la logique applicative. Le partie service est fourni que du service REST qui renvoie du JSON. À la limite, le client il peut stocker dans son navigateur local de l'information, soit dans du local storage, soit dans des bases embarquées. Et voilà, en fait, on travaille beaucoup avec le JavaScript. Et le côté serveur, contrairement à ce que j'ai connu à une époque, finalement, il n'a plus que du back-end. Il y a beaucoup moins de front. Ça permet aussi pas mal de séparer les équipes de réalisation. C'est-à-dire de se dire, il y a des équipes qui vont réaliser la partie cliente et des équipes qui vont réaliser la partie service. Ça, on le voit de plus en plus sur les missions sur lesquelles on intervient, pour des grosses plateformes en plus. Alors, ce modèle d'architecture, maintenant, il est assez classique. Comment on peut l'adapter dans le cadre de Liferay? Alors, dans le cadre de Liferay, il y a quand même une chose où Liferay, moi, m'impressionne pas mal, parce que c'est quelque chose qui est quand même très mature et qui était à la base en fait, du portail, c'est ce qu'on est autour du service builder. Je pense que tout le monde connaît le service builder ici, hein, c'est une journée technique. Donc le service builder, ça permet de construire des interfaces pour exploiter un modèle métier. Et l'intérêt de ce service builder, c'est que de base, il permet de créer des API JSON. Donc si on se projette sur le modèle précédent, on peut se dire finalement, on a déjà une partie des choses qui existent. Alors, forcément, dans un monde portail, donc on aura toujours des interactions, ne serait-ce que pour construire les pages. On n'est pas dans de la single page application, on sera à la limite dans du single fragment application, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais vous voyez, par rapport au modèle précédent, on n'a pas à changer grand-chose, et en plus, on est déjà outillé pour la production de services. C'est-à-dire que vraiment, on a soit déjà tous les services Liferay qui sont à disposition, soit tout le service builder pour les générer automatiquement, ou quasi automatiquement. Alors après, on verra qu'il y a quand même quelques cavites, enfin quelques défauts, quelques pièges sur cette implémentation des API, de l'API JSON. Alors, dans cette présentation, on va se concentrer sur, nous, on s'est concentré sur 3 frameworks qui nous paraissent être les frameworks les plus intéressants actuellement. Bon, le premier, c'est AngularJS. Je pense qu'AngularJS, tout le monde le connaît, c'est la star actuelle, c'est ce que tout le monde veut faire actuellement. C'est 39 000 étoiles sur GitHub. Qui a fait de l'Angular ici, dans cette salle? Pas tant de monde que ça, finalement. Bon. C'est quand même le truc qui a énormément de traction actuellement, aussi par le fait qu'en fait, c'est quelque chose qui s'appuie forcément sur le JavaScript, mais dans un mode encapsulé dans la page web. C'est-à-dire qu'on n'a pas... L'apprentissage est relativement rapide. Si tu veux rajouter quelques points techniques. Oui, donc je peux faire un petit point sur la technique au niveau d'Angular. Donc c'est pas conçu, d'après les créateurs, comme vraiment un framework, mais plus une extension du DOM. C'est-à-dire qu'avec AngularJS, on va pouvoir créer des directives. Et donc, au lieu d'avoir des divs, créer directement des composants comme on le veut, comme des calendriers, par exemple. Une des puissances, c'est le two-way data binding. Donc, on a le modèle d'un côté, la vue de l'autre. Et dès qu'il y a un changement dans l'un ou l'autre, le binding se fait automatiquement. Et donc, la vue est rechargée de façon dynamique. Donc ensuite, ça utilise un système de scope selon portée, quoi. Voilà, donc c'est encapsulé dans des scopes. Et donc ça implémente les promesses avant ECMAScript 6 qui va pas tarder à arriver. Donc c'est quelque chose qui est assez puissant dans Angular. Les promesses, juste c'est finalement lancer un traitement sans attendre qu'il se termine et pouvoir le récupérer un peu après. Ça permet le traitement asynchrone. C'est le traitement asynchrone. C'est quelque chose de très puissant qu'on va retrouver dans pas mal de frameworks et dans ECMAScript. Alors là encore, un petit point aussi, on voit qu'il y a toujours un outillage. C'est que quand on fait de l'Angular, il faut vraiment s'appuyer sur des plugins. Bon là, on a cité Chrome, l'extension Chrome AngularJS Batarang, qui permet vraiment de... Parce que ces frameworks qui font beaucoup de choses, on s'y perd pas mal. Donc il vaut mieux être bien outillé. Et là, ces outils-là, ils sont vraiment très pratiques. Alors deuxième petit framework qu'on a étudié, c'est React.js. Alors React.js, je dirais que sa percée est beaucoup plus récente. C'est vraiment un engouement qui date pour moi de... Ça fait une année qu'on en parle beaucoup, on va dire.
Par contre, sur GitHub, on voit 22 000 stars, hein, c'est quand même 22 000 étoiles, c'est quand même pas mal. Le spécialiste de React, moi personnellement, j'en ai très peu fait et c'est pas le framework que je préfère, on va dire. Par contre, Nicolas, lui, il le connaît un peu mieux. Ouais, donc React, c'est un framework vraiment très neuf, donc il s'appuie sur des standards beaucoup plus évolués que AngularJS. D'ailleurs, pour ça que AngularJS va tout changer lors de sa version numéro 2. Donc ça s'appuie pas mal sur ECMAScript 6 et JSX. Donc JSX, c'est pouvoir écrire directement du code HTML dans le JavaScript et donc avoir une lecture beaucoup plus simple de son code qu'on veut entrer. Voilà, c'est ce qui, moi, personnellement, me gêne pas mal dans React, c'est que finalement, le code HTML, il est dans le JavaScript. C'est un peu bizarre, quoi. Enfin, et puis, j'ai du mal à imaginer ça sur un projet, mais bon, visiblement, il y a quand même pas mal de projets qui font ça. Ouais, donc ça utilise en fait des composants, comme les web components, et permet en fait de vraiment contrôler comment il va être affiché dans la page, et ça contrôle vraiment l'intérieur de son état à lui. Donc il ne va pas être dépendant des autres composants. Alors le petit dernier, moi c'est mon préféré. Malheureusement, il perce, enfin, il est présent, hein, on le retrouve dans pas mal d'endroits. C'est Ember. Ember, bizarrement, c'est un des plus vieux frameworks des trois. Hein. C'est quelque chose qui a commencé avec un projet bizarrement nommé, parce que Sprout Core, c'est pas très porteur, en tout cas en France, qui était mené par Apple. C'est un framework qui a un spectre beaucoup plus large que les précédents. C'est-à-dire qu'avec Ember est complété par ce qu'on appelle Ember Data. C'est-à-dire qu'il va gérer à la fois le two-way data binding dont on a parlé, des choses comme ça, mais il va aussi gérer complètement un modèle côté client et toutes les interactions de ce modèle avec éventuellement une partie serveur. Bon, par défaut, une partie serveur implémentée en REST. Donc, il y a aussi un langage de templating qui est intégré, il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis, quelque chose qui est assez troublant aussi, enfin assez troublant au départ, c'est que tout est basé sur des conventions de nommage. C'est-à-dire par défaut, il crée plein de choses tout seul. Des contrôleurs, enfin voilà. Donc en fait, quand on n'est pas habitué, on se demande ce qui se passe, c'est une espèce de magie vaudou qui fait la courbe d'apprentissage est quand même plus complexe. Mais en même temps, on va quand même, moi je le trouve beaucoup plus loin qu'avec les autres frameworks. D'où l'intérêt de l'outillage et notamment de l'Ember Inspector qui permet d'aller regarder ce qu'il a créé dans notre dos finalement. Voilà, donc, parce que tout se passe beaucoup par héritage, etc. Ce framework en plus a été complété récemment par vraiment un environnement de développement qui s'appelle Ember CLI, donc Command Line Interface, qui va à la fois structurer la façon dont on organise tout le code JavaScript, qui va intégrer le test, le packaging, le run, etc., qui va aussi directement avoir un node JS sous la main pour développer. Il va utiliser un transpiler ES6, c'est-à-dire que de base, on va être compatible avec ECMAScript, mais sachant que tous les navigateurs ne sont pas encore à ce niveau, lui il va s'appuyer sur du Require.js pour réunir ses modules. Voilà. Donc ça va assez loin. Par contre, du coup, comme ça va beaucoup plus loin, là, pour le coup, ça change beaucoup la façon de travailler. Enfin, si on veut aller très très loin, si on veut vraiment l'utiliser à fond, il faut changer complètement sa façon de travailler avec Liferay. Alors, je vais juste présenter rapidement Ember un peu plus en détail, parce que moi, je trouve que c'est le cas d'utilisation le plus intéressant avec Liferay. Je vous ai dit, Ember, par défaut, il va travailler avec son propre modèle. C'est-à-dire un petit peu à la manière du service builder, on va définir ses objets en JavaScript, et puis après, on va pouvoir faire des saves dessus, des updates, etc. Et c'est lui qui va se débrouiller pour traduire ces saves ou ces updates par défaut en commande REST. On peut aussi travailler dans un mode, quand on commence à développer une application, on va travailler avec ce qu'on appelle le feature adapter, c'est-à-dire en fait des données complètement de test. Là, il ne va rien faire, il ne va pas faire d'appel serveur, il va bidouiller en local. Bon, voilà, on va traiter des interactions entre les pages, des validations, mais avec des données qui ressemblent à des vraies données. Le tout en s'appuyant sur du node. Donc, dès qu'on change un fichier, on peut tout de suite aller voir ce que ça donne. C'est rechargé dynamiquement dans le navigateur, on voit ce qui se passe, etc. Donc un développement très rapide, là sur des données de test, quand on fait du feature adapter.
Ce qui est intéressant avec Liferay, c'est de se dire, on va réécrire son adapteur. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire, on va utiliser les services Liferay, donc soit les services de base, soit les services qu'on a rajoutés par du service builder. On va demander à Node de se placer en proxy sur Liferay. C'est-à-dire que l'adapteur va rerouter les commandes REST sur Liferay et va gérer en fait toute la transcription du modèle vers les objets JavaScript. Voilà. Alors, je pense que c'est pas simple à comprendre, donc c'est pour ça que j'ai préparé une petite démo pour vous montrer, pour essayer de mieux expliquer comment ça se passe. Hop. Alors, je ne sais pas si on voit peut-être pas grand-chose, mais ça c'est un environnement. Est-ce que vous voyez mieux quand je fais ça? Voilà, ça c'est l'environnement de développement tel qu'il est structuré par Ember. Et en fait, la partie application, on va retrouver, il y a une myriade de fichiers JS, enfin myriade, en fait, c'est ceux qu'on va pouvoir ajouter, qui vont surcharger ceux que Ember va créer par défaut. Donc là, pour l'exemple, j'ai créé une petite application de gestion des bookmarks, qui, vous voyez, je ne sais pas si c'est très lisible, faites-moi confiance, elle tourne sur le port 4200, donc elle est en train de tourner sur du Node. Cette appli, en fait, là pour l'instant, elle utilise des données que... alors, c'est bête, je ne suis pas sur le même écran, ça aurait été mieux. Là, c'est pareil. En fait, c'est le modèle, c'est le fameux modèle que Ember embarque. Donc, où je vais définir quelque chose qui ressemble beaucoup au modèle que j'ai dans Liferay. En fait, j'ai repris ce qu'il y avait dans le service builder et je l'ai mis en JavaScript. Et puis là, j'ai défini des données de test, donc les fameux features. Donc, vous voyez, ici, j'ai Ember in Liferay, j'ai Ipon, etc. Donc les données que je retrouve dans mon interface ici. Et puis ici, je peux rajouter... hop, on ne va pas faire de... Voilà. Là, en fait, j'ai créé mon nouveau bookmark, je peux l'effacer, etc. Par contre, je travaille sur des données qui sont fictives, qui ne sont pas du tout persistées. Maintenant, si je veux passer sur mes données Liferay, je vais simplement changer. Ici, j'utilise le feature adapter. Maintenant, je lui demande d'utiliser mon Liferay adapter que j'ai codé à la main. Alors là, il y a un petit piège, c'est qu'il faut aussi, il y a des problèmes de sérialisation qu'il faut que je change. Alors en fait, simplement, ces problèmes de sérialisation, une des problèmes, c'est que Liferay utilise un entry ID et Ember utilise un ID. Donc il faut remettre la sérialisation en face. Si je reviens sur mon appli, voilà. Ici, j'ai plus les mêmes bookmarks. Et Liferay. Vous voyez, en fait, là, c'est la portée bookmark de Liferay. Et en fait, je retrouve les bookmarks que j'ai ici. Si j'en recrée un rapidement là-dessus, on va voir, hein, c'est du réel. Et je reviens dans Liferay. Alors là, rien n'a changé. C'est normal, il n'y a pas de rechargement. Je rafraîchis ma page. Et voilà, j'ai mon bookmark qui est apparu. Donc, vous voyez, en fait, je travaille sur Node. Je peux développer mon code comme ça à la volée. Et en fait, j'utilise mes services Liferay de base. Et là, j'ai pris les services bookmark, mais ça pourrait être des services que j'ai développés moi-même. Alors, au prix quand même de l'écriture d'un adaptateur. Pour revenir à la présentation. Et finalement, le code que je développe, simplement pour le reporter, pour le portlétiser, je vais utiliser une commande Ember qui me dit de builder mon code JavaScript. En fait, quand on dit builder, il va simplement le packager en un seul fichier, enfin 2 fichiers JS. Il va créer les modules, etc. Au sens require. Et derrière, je n'aurai plus qu'à recopier mon répertoire assets, qui contient toutes les CSS, les JS, etc., dans le répertoire assets de ma portlet,
repackager ma portlet, la déployer, et c'est bon. C'est du direct. Alors, sachant que j'avais préparé 2-3 trucs dans la portlet, c'est-à-dire qu'il y a une page qui est importante, bon, mis à part que j'ai demandé à la portlet de charger justement mes fichiers Ember. Là, c'est le petit code qui est... Oui, donc c'est évidemment la partie en haut, le header portlet, mais ça tout le monde connaît, hein, le footer portlet JavaScript. Et puis, donc, il y a une petite astuce dans le Vue.js.p où il faut déclarer une balise méta. Finalement, le Vue.js.p, il ne contient rien du tout. Il contient juste une balise méta. Et c'est le chargement du JavaScript qui va créer la page. C'est magique. Voilà. Bon. Ça, c'était la première partie de présentation un peu des frameworks qu'on va étudier. 41, il nous reste un quart d'heure, ça. Juste, alors, quand même, une petite chose qu'il faut quand même préciser, c'est que tout ce dont on va parler, c'est quand même très expérimental. On n'est pas, personnellement, j'ai jamais utilisé dans un projet le Ember dont je vous ai parlé. Le React, il est tout récent. Il n'y a que Angular où sur le coup, là, maintenant on est rodé. Hein. Alors c'est aussi que, autant en ce moment c'est facile de faire de l'Angular, autant faire du React et de l'Ember, il faut arriver à convaincre le client. Donc on est sur quelque chose qui est amené à évoluer. C'est presque des travaux de recherche, on va dire. Voilà. Alors, on va venir vraiment, là c'était plus présentation des frameworks, voir comment on développe avec eux. Maintenant, quand on est dans le mode portail, il y a un certain nombre de pièges qu'on va trouver. Donc, je les ai listés dans ces slides. On va les revoir un par un pour essayer de montrer un petit peu les solutions que nous on a trouvées à chaque fois. Le premier point, c'est le bootstrap. Simplement, tous ces frameworks, ils ont besoin d'être initialisés au départ. Et le problème, c'est que tous ces frameworks, généralement, ils se disent on est tout seul dans la page. Et en fait, une portlet, par principe, elle n'est pas toute seule dans la page. C'est un fragment de la page. Donc, il va falloir trouver des solutions pour arriver à cloisonner le bootstrap du framework. Donc, au niveau d'AngularJS, pour initialiser le framework, on utilise une donnée qui s'appelle ngapp, qu'on met donc sur le body ou le HTML de la page, pour dire, voilà, ici, sur toute mon application, on va utiliser AngularJS. Le problème, c'est qu'au niveau du portail, il va être dans une portlet, et donc on ne veut pas qu'il soit sur tout le portail. Donc pour ça, il y a une façon de bootstrapper manuellement Angular en utilisant la méthode angular.bootstrap sur notre élément, donc sur un ID lié à la portlet, et en mettant donc l'ID du module qu'on veut mettre dans cette portlet. Généralement, on utilise le portlet namespace, hein, forcément, le truc dont on sait qu'il est unique. Simplement, juste un dernier point sur cette façon de bootstrapper, elle est totalement officielle, c'est pas un hack. Hein. C'est-à-dire que le ngapp, c'est une facilité. Mais par ailleurs, cette façon de bootstrapper Angular est complètement documentée. Sur Ember, les choses sont un petit peu plus simples. C'est-à-dire que quand on démarre Ember, simplement, on va lui dire à quelle partie du DOM se rattacher. Et donc, en fait, on va déclarer un root element. Alors, ce root element, là, par contre, c'est un élément du DOM. Donc, pareil, on s'appuie sur le portlet ID, sachant que moi, je m'appuie sur une section voilà, DS portlet, etc., pour aller m'accrocher au bout de DOM représentant le fragment de la portlet. Et donc pour React, donc on va créer un root element, donc ça va être notre composant root, et on va faire un react.render de cet élément sur la div qu'on veut, qui est directement dans notre portlet. Donc pareil avec le namespace, le portlet namespace pour que ce soit unique. Alors, deuxième problème, la multi-instanciation. Je pense que tout le monde connaît ce que c'est que la multi-instanciation. Il me reste 10 minutes, il faut que je fasse vite. Donc le fameux instantiable à trous dans le live-reportlet XML. Ce n'est pas un cas forcément très courant, c'est-à-dire que toutes les portlets n'ont pas besoin d'être instanciées. Même généralement, une portlet n'a pas besoin d'être plusieurs fois présente dans la même page. Donc ce n'est pas forcément un point de passage obligé.
mais c'était un plus de savoir le faire. Donc au niveau d'AngularJS, comme on a dit, en utilisant le portlet namespace, on peut définir des modules vraiment différents et donc instancier plusieurs fois les AngularJS dans chacune de nos portlets. Et on utilise donc pour le routing AngularJS les state HTML5 qui permettent vraiment de cloisonner le routing dans la portlet. Alors pour Ember, c'est théoriquement possible. Personnellement, je n'ai pas réussi. Donc pour moi, il y avait des moyens de faire, notamment pour vraiment cloisonner la définition de l'application. Moi, j'étais parti sur la définition d'un module préfixe basé sur le portlet namespace. Derrière, comme tout est packagé en module AMD, ça devait passer. Mais je n'ai jamais réussi à changer ce module préfixe. Alors peut-être qu'il y a encore une jeunesse un peu forte, notamment d'Ember CLI, qui fait que ça ne passe pas. Je n'ai pas cherché à aller beaucoup plus loin, sachant que ce n'était pas une préoccupation principale pour moi. Donc au niveau de React, je suis parti donc, sur un routing utilisant React Routing. Donc c'est vraiment une librairie très jeune. Et le problème, c'est que cela empêche la multi-instanciation du fait que ça utilise une URL globale, un routeur global. Et donc toutes les portlets se changeaient de page en même temps. Voilà, donc ça c'est un point qui est encore un petit peu ouvert, à part sur Angular. Un autre point aussi un petit peu, on va aller plus vite sur ce point-là parce qu'il est moins finalement il est bien traité par les frameworks, c'est le fait que faire cohabiter plusieurs frameworks, ça a toujours été aussi un peu compliqué. Je pense que tout le monde se souvient un peu des versions de jQuery, par exemple. Dans Liferay, c'était pas forcément quelque chose de très simple. Donc c'est toujours le même principe, chaque framework qui part du principe qu'il est tout seul, et que si j'ai de l'Angular, j'ai pas de l'Ember à côté, ou j'ai pas du React à côté. Alors, en fait, c'est possible. Ça peut arriver, justement. C'est le principe même du portail. Donc du coup, Angular, comme j'ai dit précédemment, on va vraiment le préfixer avec le portlet namespace. Et il ne faut pas oublier que la méthode bootstrap qu'on va appeler doit être unique. Car si on a deux fois la méthode bootstrap, seule la dernière sera instanciée. Et du coup, on aura le même module sur les deux portlets. Sur Ember, en fait, on n'a pas de conflit parce qu'on a finalement le seul code qui soit en dehors des modules. Les modules AMD, c'est l'appel au module principal. Donc finalement, tout va être cloisonné par module. Donc il y aura une étanchéité qui sera assurée par ce packaging JavaScript. Ça, c'est vraiment le gros intérêt d'ECMAScript 6 et puis des requires, etc. Je pense que c'est un peu pareil pour React. Pour React, donc, ça utilise des composants. Donc c'est vraiment déjà que c'est cloisonné par portlet. Donc le seul problème, c'est qu'il faut bien faire attention au nommage des composants et pas nommer deux composants de la même façon et pour qu'ils rentrent en conflit. Ah oui, mais je me suis trompé en plus là, parce que c'est pareil. Bon. Là, c'était pour plusieurs applications Ember. Et là, maintenant, c'est une application Ember avec une application Angular. Bon. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment de problème en fait à ce niveau-là, car les frameworks qu'on a utilisés sont assez différents et ne rentrent pas en conflit. Oui. Et avec en plus cette encapsulation en module qui assurait à la fois. Alors sur Angular, ça ne l'est pas encore, mais sur Ember et sur React, on passe maintenant par vraiment des choses qui sont de niveau ECMAScript 6, et donc sur une approche très modulaire qui segmente les applications. Et donc, les segmentant déjà elles-mêmes, elles les segmentent par rapport aux autres, et par rapport aux autres frameworks. Alors, un point très important, c'est tout ce qui est gestion des routes. Parce que en mode portail, c'est le portail qui a la main sur les URL. Une portlet, là, quand on va parler navigation au sein d'un framework MVC, il va falloir gérer ce problème-là. Donc, une des puissances d'Angular, c'est son routing. Donc, on a une single page application, mais avec un système de routing côté client. En utilisant UI Router, Angular prend le contrôle des URL et on a besoin d'utiliser un service Liferay, liferay.createURL, donc une fonction JavaScript qui va créer les URL portail par rapport aux URL internes de notre portlet.
donc en utilisant les states HTML5, ça nous permet aussi, donc, comme je l'ai dit précédemment, d'avoir vraiment une navigation interne à la portlet. Pour Ember, bon, il y a un petit piège à éviter. Enfin, le truc à penser, c'est au départ, il faut fixer l'initial URL à slash. Et après, en fait, c'est une gestion d'état. Donc, on est plutôt, généralement, on est en mode single page. Donc, finalement, il n'y a pas cette notion d'URL, elle n'apparaît pas dans Ember. Donc, on est relativement protégé de ces gestions d'URL. Donc, comme je l'ai dit précédemment, j'étais parti sur une librairie qui s'appelait React Router. Le problème, c'est que donc, ça utilisait les URL HTML5. Cependant, ça utilisait un routing global. Et donc, tous les composants suivaient ce routing. Donc, pour réaliser vraiment du routing réel avec React, il faudrait passer par la gestion des renders des composants. Et donc, vraiment gérer ça de façon interne à chaque composant. Alors, dernier point, je crois, et qui est un des points, des points clés, hein, c'est pouvoir utiliser les services Liferay, hein, puisque un des points forts de Liferay par rapport à ces frameworks MVW, c'est le fait qu'on a un service builder à disposition. Donc simplement, Liferay nous donne accès à liferay.service. Donc c'est une fonction JavaScript qui permet d'appeler tous les services avec l'URL relative du service, les paramètres, et nous renvoie le résultat. Donc comme on l'a dit au début, donc Angular utilise les promesses, donc qui permet en fait de dire voilà, je vais lancer cet appel. Quand l'appel est terminé, tu me renvoies le résultat sous forme d'une promesse, et donc dès que le résultat est disponible, je vais pouvoir l'utiliser. Pour React, c'est à peu près le même principe. Hein. Donc React, la seule chose à penser, c'est de binder donc, notre fonction de callback de Liferay sur le composant pour pouvoir utiliser et modifier ce composant. Pour Ember, c'est plus compliqué. Alors pourquoi c'est plus compliqué? C'est que moi, je me suis attelé à ne pas utiliser la Liferay Service. Pour une raison très simple, c'est que si j'utilise la Liferay Service, je dois être dans le contexte du portail. Or, je vous ai montré que ce qui m'intéressait, c'était de développer dans le contexte de Node. Donc, je ne vais pas utiliser le Liferay Service, je vais utiliser du jQuery de base dans mon adaptateur spécifique. L'autre, pareil, il va falloir que j'encapsule ça dans des promesses. Mais ça, ce n'est pas très compliqué parce que jQuery aussi, il a ses promesses. Enfin, voilà, on arrive à faire des choses très simples. Par contre, il y a pas mal de difficultés cachées derrière, des choses simples ou compliquées. Enfin, déjà, simplement, Liferay, en fait, Ember s'attend à avoir des services REST. C'est-à-dire s'appuie sur vraiment du vrai REST, du get, du put, du delete, etc. En fait, les services Liferay sont services. C'est plutôt une approche SOAP, même si derrière, c'est des appels de type REST avec un flux de JSON, mais bon, on est plutôt dans le mode service. Donc déjà, il va falloir recoller un peu tout ça. Petit détail aussi, c'est que Liferay, il utilise, je ne sais pas si vous voyez bien, mais plutôt le code, un type de JSON qui est sur la gauche, alors qu'Ember, il attend toujours un root element. Typiquement, le petit tag bookmarks au début, pour montrer ce qu'il y a derrière. Alors, il y a plein de petits décalages qui fait qu'il va falloir recoller les morceaux. Je vous ai parlé aussi de l'identifiant. Ce n'est pas ID sur les bookmarks, c'est entry ID. Donc il va falloir changer des petites choses comme ça. Ce qui fait que l'adapteur, il est un petit peu compliqué à écrire. Pas le bout du monde, j'ai réussi, donc, mais il n'est pas d'une simplicité. Voilà, j'ai oublié le dernier point, mais qui est quand même la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus, si on fait de la portlet, on peut faire de la communication interportlet. Donc les portlets peuvent échanger des messages pour rafraîchir leur contenu. Et là-dessus, c'est assez simple. Pour le coup, on a toujours les méthodes de Liferay, les Liferay Fire et les Liferay On, sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc on a déjà le code JavaScript qui va bien et qu'on va pouvoir utiliser dans les méthodes. Je vais peut-être le faire, parce que là, c'est assez simple, pour le coup, puisque le seul problématique qu'on a, c'est de savoir où on accroche ces récepteurs et ces récepteurs d'événements. Et c'est les Fire, à la limite, on sait, c'est quand on crée une ressource ou quand on la met à jour. Voilà. C'est à peu près la même chose pour tous les frameworks. Peut-être une petite particularité. Il y a juste React, donc le on est attaché au moment où on va
créer le composant tout simplement. Voilà. Alors, la minification, j'avais oublié encore. C'est vrai qu'il y avait plein de choses. Je vais faire la démo, mais minification des sources, oui, ça c'est aussi un point important, c'est qu'on voit que, on a tendance à pas mal rajouter de frameworks JS, CSS, etc. On l'a vu sur Ember, vous avez vu, hein, le répertoire, il est plein de choses. Donc il va falloir mettre en place des techniques de minification. Et puis en plus, Liferay lui-même vient avec son minifier. Donc il va falloir conjuguer les efforts, on va dire. Donc là, notamment sur Angular, il y a quand même un piège. Et donc Angular, un problème connu avec la minification. Donc il faut faire attention et en fait lors de la création des contrôleurs et des factories, vraiment donner une liste de paramètres pour avoir les noms des paramètres et que ce soit bindé avec les paramètres. Pour Ember, en fait, Ember CLI, comme c'est un atelier vraiment de développement, c'est un environnement de développement, bah, de base, il embarque déjà un outil qui permet de faire de la fusion de JS, de la minification, voire même du tagging, voilà, des signes qu'il faut que je fasse très vite, donc c'est pratiquement fini. Et donc pour React, il y a juste à précompiler les templates JSX ou aussi à faire de la compilation ECMAScript 6 vers ECMAScript 5. Mais sinon, il n'y a aucun problème pour la minification. Alors juste pour terminer, je vous montre simplement le résultat parce que tout à l'heure, ouais, là c'est la portlet Ember telle que toute seule, mais plus intéressant, une portlet, alors il faut me faire confiance, hein, j'ai mis le logo, c'est vraiment le code qui va derrière. Je sais pas, j'ai changé les logos. Là, il y a une portlet Angular, là, il y a une portlet Ember, là, il y a une portlet React. Là, il y a une deuxième portlet Angular, puisque celle-là, elle est multi-instantiable. Et puis là, la portlet Liferay. Donc, ils peuvent nous la racheter parce qu'elles sont plus belles, les nôtres. Si je rajoute... il faut moins de choses aussi. Hein. Je rajoute un bookmark. Voilà, tac. Vous voyez, il est apparu directement ici. Hein, il est apparu ici. Il est apparu ici. Tout est pareil. Hein, si je le rajoute ici, ça sera pareil. J'ai tous mes événements. Je peux l'effacer. Ça va être mis à jour automatiquement, etc. Voilà, on utilise vraiment l'interportlet et le recharge, enfin le côté MVW du framework. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions. Un petit peu. On a commencé en retard. 2 questions? Désolé, on était très vite. Hein, il y avait peut-être. Okay. Some questions? Ça a été très clair ou bien on vous a tous perdu? I guess you explained well. Ah. Ouais, alors ça c'est un vrai point. C'est-à-dire que. Can you repeat for the Oui. recording? En gros, c'est bien beau. Tout ce qu'on a vu, c'est bien beau, mais je tourne sur un Chrome récent, etc. Quid de IE8? IE8, ça ne marchera pas, non, c'est clair. Alors, ça ne marchera pas déjà parce que, oui. Je pense que ça va suivre les restrictions de chacun des frameworks déjà. C'est pire que ça. Ouais. Et en plus, vu certaines librairies qu'on utilise, notamment UI Router pour Angular, clairement, elle a une exigence un peu supérieure. Donc IE8 voit. La gestion de l'historique aussi. C'est HTML5, donc forcément, il y a de l'incompatibilité. Donc oui, on est quand même sur des choses qui sont un peu exploratoires. Donc si on a des contraintes IE8, de toute façon, on ne va pas pouvoir faire grand-chose sur ces frameworks un peu évolués. Enfin, moi, ce n'est pas un conseil parce que Angular va dire qu'il fait de l'IE8. Pour l'avoir fait, c'est vraiment la plaie, quoi. Commencer à IE10. Okay. Merci bien.